Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2923 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 3 mai avec des anniversaires. On commence tout d'abord avec le joueur allemand Florian Wirtz. Il fête aujourd'hui ses 21 ans, le joueur du Bayer Leverkusen. On lui souhaite un très bon anniversaire. On parlera de lui là dans quelques minutes parce que hier il a été buteur avec son équipe du Bayer Leverkusen en Europa League. Il y a des autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce 3 mai comme Mohamed Simakan, l'ancien joueur de Strasbourg, maintenant joueur du RB Leipzig. 24 ans pour lui aujourd'hui. Alex Iwobi, joueur de Fulham, c'est 28 ans. Pavlovic, joueur du Bayern Munich, à 20 ans. Gaëtan Laborde, l'attaquant de Nice, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Donc voilà, pas mal d'anniversaires aujourd'hui en ce 3 mai. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir. Et il y avait des matchs de Coupe d'Europe. Tout d'abord, on va commencer avec l'Europa League. Et tout d'abord, on va commencer avec l'OM qui jouait contre l'Atalanta Bergame. Donc ça s'est fini 1 partout. Donc l'Atalanta Bergame a ouvert le score tôt dans le match. Skamaka, buteur à la 11e minute de jeu. Et Chancel Mbomba égalisé une dizaine de minutes après. Donc voilà, après le score n'a plus bougé. C'est dommage parce que Marseille, j'ai bien sûr regardé le match. Et Marseille, je pense, aurait pu gagner le match. Parce qu'il y a eu des gros face-à-face. Je pense au face-à-face d'Aubameyang juste avant la mi-temps. Où il est tout seul, il tire à côté, ça frôle le poteau. Dommage, il y avait la place de marquer un autre but. La barre transversale, même l'équerre, ça touchait l'équerre de Asdin Ounahi. C'est dommage. Je pense que Marseille aurait pu gagner ce match. Bon, tout est jouable, bien sûr, pour le match retour, parce que là, c'est comme si le match aller n'avait pas existé. Maintenant, pour la qualification au final, ça se jouera sur le match sec, le match retour, mais cette fois-ci du côté de Bergame. Donc, les statistiques de la partie, donc Marseille a eu plus de tirs, les tirs cadrés, 3 tirs cadrés. Bon, le score est plutôt logique à ce match nul, même si Marseille, au vu des occasions, les grosses occasions qu'ils ont eues, pour moi, c'est les plus grosses occasions ont été quand même côté Olympique de Marseille. Donc, dos à dos, après ce acte 1, cette mi-temps, on peut dire, de cette double confrontation entre l'équipe française et l'équipe italienne. Et la une du journal L'équipe aujourd'hui, donc l'OM garde la foi, bien que mené rapidement au score, les Marseillais ont su réagir et auraient pu espérer mieux sans plusieurs maladresses. Ils conservent toutes leurs chances de décrocher leur qualification pour la finale. Et c'est vrai que Marseille est quand même 7ème de Ligue 1, ce qu'a fait hier, c'est plutôt pas mal parce qu'on sait qu'en championnat, ça va. Enfin, c'est pas trop ça. Et là, c'est vrai que c'était une très belle équipe, l'Atalanta Bergame. N'oubliez pas qu'ils avaient posé un 3-0 à Anfield contre Liverpool. Donc voilà, Marseille a accroché cette équipe de l'Atalanta. C'est très bien. Donc maintenant, il faudra faire le taf. Pas le choix du côté de Bergame la semaine prochaine. Et c'est vrai que l'OM à domicile, c'est quand même impressionnant. L'OM est quasi invincible cette saison au Vélodrome. Une seule défaite en 24 matchs à domicile. Toutes compétitions confondues. Ils ont perdu seulement une fois à domicile cette saison. C'était contre le PSG. Ça avait été une défaite 2-0. En plus, le PSG, souvenez-vous, avait joué avec un joueur en moins. Bon, ils avaient quand même gagné le PSG. Mais sinon, c'est la seule défaite de l'OM. En tout, il y a eu 15 victoires, 8 matchs nuls. Et l'OM à domicile en Coupe d'Europe, c'est 5 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Donc voilà, c'est une forteresse, on peut dire, le Vélodrome. Et c'est vrai que le Vélodrome, les gars, avec cette ambiance, parce qu'hier, l'ambiance, c'est une Coupe d'Europe. Bon, c'est vrai que c'est pas la Ligue des Champions, mais ça reste l'Europa League, une très belle compétition. Et l'ambiance était magnifique. Et il y avait plus de 65 000 spectateurs qui étaient présents hier soir au Vélodrome. On peut voir les magnifiques tifos avant, et bien sûr, la rencontre, bien sûr, des deux virages, sud et nord. Du côté de ce stade de Vélodrome, regardez, il y avait des supporters un peu spéciaux, comme Tedji Savanier, le capitaine de Montpellier, qui est venu un petit peu incognito pour pas se faire reconnaître parce que parce qu'il ne joue pas à Marseille, puis surtout il est un peu connu quand même, ceux qui connaissent le foot le connaissent, donc il était présent bien sûr, le joueur de Montpellier, pour suivre cette rencontre. On va parler maintenant de Chancel Mbomba, donc un retour qui fait du bien, parce qu'il a joué et c'est lui qui a été buteur, magnifique but, frappe lointaine, ça fait poteau rentrant, donc sublime but de Chancel Mbomba, déjà défensivement c'est très costaud. Et en plus, il marque des buts, donc incroyable. C'est quand même son 13e but sous les couleurs de l'OM depuis qu'il a rejoint l'Olympique de Marseille. C'est pas mal, 13 buts. N'oubliez pas qu'il joue défenseur central, 13 buts, bien sûr. C'est incroyable. Et dans l'histoire de l'OM, Mbomba, le défenseur ayant marqué le plus de buts en Coupe d'Europe. Donc voilà, 6 buts pour Chancel Mbomba. On parle en tant que défenseur et c'est le défenseur, qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire de l'OM, devant Teitewo, Gabriel Enzo ou même Basile Boli. Voilà, donc pour montrer quand même les performances XXL de Chancel Mbomba. Et Mbomba, après le match face à l'Atalanta, il a dit on savait que c'était comme une finale, on a mouillé le maillot, merci aux supporters et au staff, on a fait match nul, tout est possible et on croit en nous, on ira à Bergame pour la finale, on va travailler et se donner à fond. Donc lui il y croit et bien sûr je pense que Marseille peut y croire, bien sûr, parce que c'est totalement jouable, cette qualification pour la finale. Verretou aussi, lui aussi il a fait une belle partie, fier de la prestation de l'OM, il a dit quelques regrets mais il faut être positif. On a fait un bon match, on les a regardés dans les yeux. Ils marquent le début du match où ils marquent leur but. Ensuite, on les a pris plus haut, on les a fait déjouer, on leur a fait mal sur leur point faible. On a fait une deuxième mi-temps presque top. Il manque ce deuxième but qui aurait fait la différence parce que c'est toujours mieux de gagner que de faire nul. On est d'accord.
Donc on les a regardés dans les yeux, on sait de quoi on est capable pour faire un exploit là-bas du côté de Bergame un jeudi prochain pour le match retour. On va parler de Leonardo Balerdi parce que cette saison j'ai l'impression qu'il a passé un cap du côté de l'OM. Donc c'est totalement métamorphosé la saison dernière, même il y a 2 ans, c'était toujours un joueur très fébrile en défense, mais vraiment cette saison les gars c'est très très costaud. Ça ne m'étonne pas que des équipes comme l'Atlético Madrid s'intéressent à Leonardo Balerdi pour la saison prochaine. Donc il avait fait une masterclass contre le Benfica et hier les gars il a été très bon défensivement. Donc voilà, parfait pour lui bien sûr. Donc on est pressé de le voir sélectionner avec l'Argentine maintenant. C'est vrai qu'il peut avec ses performances être appelé dans la prochaine liste de l'Argentine par Scaloni. On va parler aussi de Iliman Ndiaye. Donc il a commencé remplaçant, il est rentré en fin de match. Je crois qu'il a remplacé Aminarit pour les 20 dernières minutes, même 18 minutes. Et c'est vrai qu'Ndiaye les gars est le joueur qui a réussi le plus de dribbles ce soir en seulement 18 minutes de jeu. Donc voilà, vraiment il a fait une belle entrée le joueur sénégalais. On va parler côté Atalanta Bergame, on va parler du buteur Gianluca Scamacca. On le connaît bien sûr ce joueur, je crois qu'il avait inscrit un doublé en field. Bon, hier il a inscrit un but du côté de l'OM. Donc il a inscrit 6 buts lors de ses 6 derniers matchs en Europa League. Oui, à Liverpool le match aller, 2 buts. Bon, il n'avait pas marqué le match retour, de toute façon ils avaient perdu 1-0 l'Atalanta, mais voilà, donc il avait marqué au Sporting, il avait marqué aussi au Vélodrome. C'est vrai que c'est un sacré buteur, ce joueur qui avait failli rejoindre, n'oubliez pas, c'était je crois il y a 2 ans, l'équipe du Paris Saint-Germain. Et toujours sur ce match, et c'est officiel, la préfecture des Bouches-du-Rhône a indiqué avoir saisi le procureur de la République pour qu'il examine les gestes nazis et cris de singe dans le parcage italien ce soir au Vélodrome. Donc il y a eu des problèmes, en gros on peut dire. Donc voilà, des saluts nazis, des cris de singe ont été faits. Donc il y a une enquête qui va être ouverte tout simplement par la préfecture des Bouches-du-Rhône pour identifier le ou les coupables et pour qu'ils soient sanctionnés et bannis tout simplement de stade. Et toujours avec l'OM, et juste pour finir avec Marseille, c'était une date d'anniversaire les gars, il y a 6 ans, jour pour jour, Rolando envoyait l'OM en finale d'Europa League avec un but à la 116e minute de jeu. Regardez la une journal l'équipe le lendemain de cet exploit, Rolando, ballon d'or. Bon, on espère pour Marseille ça sera la même chose tout simplement jeudi prochain avec une qualification en finale de l'Europa League. On va parler maintenant de l'autre demi-finale. Donc c'était entre l'AS Roma et Leverkusen. Donc pour ceux qui ont suivi l'épisode hier, je vous cache pas les gars, j'avais dit je vois bien l'AS Roma infliger la première défaite à Leverkusen. Pas du tout les gars, pas du tout. Je me suis totalement trompé, ils sont tellement forts Leverkusen, c'est fou. Ils ont gagné 2-0 à l'AS Roma, donc ils ont pris une sacrée option quand même pour se qualifier pour la finale. Donc Florian Wirtz qui fait de son anniv qu'on a parlé tout à l'heure, 21 ans, il a marqué à la 28e minute de jeu. Et Andrich les gars, magnifique but. Donc voilà, 2-0, donc ils vont recevoir jeudi prochain et surtout au vu de comment joue, bon, j'ai pas vu le match, mais bon voilà, s'ils ont gagné 2-0, si on voit déjà qu'ils ont fait le double de tir cadré par rapport à l'AS Roma, je pense que ça a été encore un match très géré, on peut dire, du Bayer Leverkusen. Ils sont vraiment très très forts, voilà, ça m'étonne pas, voilà, qu'ils n'ont toujours pas perdu. Donc ils sont quasiment un pied, on peut dire 4 orteils, on peut dire en finale d'Europa League. Ils sont tout simplement inarrêtables, invincibles cette équipe. Donc voilà, ils prolongent leur série de matchs sans perdre. C'est qu'à chaque fois, ils ne perdent pas. À chaque fois, tu rajoutes un match. En tout, 47 matchs, 40 victoires, 7 matchs nuls, 0 défaite depuis août. Août, c'est en gros le début de la saison pour tous les clubs. Et bon, ils n'ont pas perdu de la saison. Ils risquent de peut-être perdre aucun match parce que quand on voit comment ils jouent, c'est quand même exceptionnel. Donc voilà, tous les V, un V doré, c'est le V du titre de champion de Bundesliga. Ils restaient sur 3 matchs nuls, mais là, vraiment match important. Voilà, ils ont retrouvé la victoire, cette équipe de Leverkusen. Donc il ne reste plus que 6 matchs pour eux à jouer. Donc pour boucler une saison à 53 matchs. Donc il leur reste en gros la finale de la Coupe allemande où ils jouent contre une équipe de 2e division, Kaiserslautern. Ça sent bon pour eux. Il leur reste au moins un match, voire 2 d'Europa League, la 2e demi-finale et potentiellement la finale. Et il leur reste également les derniers matchs de Bundesliga, je crois les 3 matchs. Puis après ça sera saison finie. Et voilà, s'ils ne perdent pas, les gars, ils auront fait 53 matchs sans défaite. Puis ils peuvent le faire. Voilà. Quand ils ont enchaîné 47 de matchs sans perdre, ils peuvent aller bien sûr et rajouter 6 matchs de plus, aller jusqu'à 53 matchs sans perdre. Et vraiment, ils vont peut-être se diriger vers un triplé historique. N'oubliez pas que Leverkusen, les gars, avant cette saison, ils ont remporté 2 trophées dans leur histoire. Donc là, ils ont déjà remporté la Bundesliga. Et ils peuvent gagner en gros 3 trophées sur une saison alors qu'ils en ont remporté 2 en plus de 100 ans, l'équipe de Leverkusen. Donc voilà, pour montrer la saison qu'ils sont en train de réaliser. Florian Wirtz, ce premier buteur du match à la 27e minute de jeu, on peut le voir au plat du pied, parfait bien sûr, un magnifique but. Donc cette saison Wirtz en Europa League, c'est 4 buts et 4 passes D en 9 matchs disputés en Europa League. Sacré joueur, comme j'ai dit, il a 21 ans. Il restera la saison prochaine du côté du Bayer Leverkusen. Quel joueur, le joueur allemand.
Et cette saison, les gars, du côté de Bayer Leverkusen, donc c'est 45 matchs en tout, hein, si on rajoute la Coupe allemande, la Bundesliga, c'est 18 buts et 19 passes D. Ah oui, les stats sont quand même exceptionnels, hein, pour ce joueur allemand, qui sera certainement élu un meilleur joueur de Bundesliga, certainement. Florian Wirtz. C'est l'autre buteur, les gars, c'est Andrich, en plus, sublime but, à la 72e minute de jeu. Regardez où il tire, hein, là où il y a le rond, il tire de là, ça va en pleine lucarne. Donc voilà, bon, après, voilà, 2-0, hein, le match était bien sûr plié. Les deux buteurs, Wirtz et Andrich, hein, devant le COP des supporters bien sûr du Bayer Leverkusen qui doit vraiment savourer comme cette saison. C'est vrai que si tu es supporter de Leverkusen cette saison, c'est quasiment que des victoires. Tu dois vraiment apprécier bien sûr. Et voilà, donc le parcage était bien sûr rempli. Et juste on va parler de Grimaldo. Donc il n'a pas été buteur, mais bien sûr il a été décisif avec une passe D. Donc il a effectué sa 18e passe D de la saison. Et dire qu'il a rejoint le Bayer Leverkusen libre, hein. Il était en fin de contrat l'été dernier avec le Benfica. Il ne savait pas où aller. Leverkusen a dit vas-y viens. Et le gars il a fait 18 passes D comme cette saison. Toute compétition confondue ses stats, hein. Donc 11 buts et 18 passes décisives. Donc incroyable, hein, bien sûr le défenseur gauche espagnol. Daniel De Rossi, donc le coach de l'AS Roma avec Xabi Alonso, deux anciens joueurs, hein, bien sûr. Là, il a joué au Bayern, au Real, hein, on peut dire, Xabi Alonso et Daniel De Rossi du côté de l'AS Roma. Donc voilà, maintenant ils sont entraîneurs, on peut dire. Ces deux-là, voilà, belle image bien sûr avec ces deux-là. Et pour finir, voilà, une petite photo de Leverkusen. Du coup, les résultats, donc bon, il y a une équipe qui a pris une sacrée option, hein, c'est Leverkusen quand même pour se qualifier là, avec un 2-0 en plus à Rome. Je pense qu'ils vont faire le taf, enfin, j'espère pour eux, hein. Donc eux ils sont quasiment en finale, puis après entre Marseille et l'Atalanta, tout reste jouable, hein. Mais bon, je partirais peut-être sur un 55% pour l'Atalanta, 45% pour l'OM, parce que l'Atalanta quand même recevra. Donc après Marseille, les gars, peut totalement bien sûr le faire, et ça peut-être faire un Marseille-Leverkusen. Imaginez Marseille-Leverkusen en finale. Et Marseille inflige la première défaite à Leverkusen, ce serait totalement fou. Donc on verra, je crois que la finale, c'est sûr, elle est à Dublin les gars, ça sera en Irlande la finale de cette Europa League. Les deux joueurs qui peuvent être élus meilleurs joueurs de la semaine en Europa League, hein, donc Andrich, magnifique but, hein, et Koop Meiners les gars, joueur de l'Atalanta, les deux qui ont été MVP des deux matchs hier, je sais pas, peut-être Andrich, hein, vu que lui il a été buteur lors de ces deux rencontres. On bascule les gars sur l'Europa Conference League rapidement, on commence avec Aston Villa qui avait éliminé l'équipe de Lille au tour précédent. Ils ont pris une sacrée correction à domicile, hein. Ils ont perdu 4-2 contre l'Olympiakos, hein. L'Olympiakos très bien parti avec un avantage de plus 2 pour se qualifier, on peut dire, pour la finale, hein, en gros. Donc El Kaby, les gars, il a inscrit un triplé, le joueur marocain du côté de l'Olympiakos, donc énorme performance, hein, bien sûr, et homme du match. Watkins, Diaby ont été buteurs, à noter que Douglas Luiz, les gars, il y a eu un penalty en fin de match, hein, parce que tu peux revenir à 4-3, en gros plus 1, tu peux le refaire, hein. Voilà, plus 1, ça se remonte. Regardez, par exemple, le PSG avait un but à remonter à Barcelone, ils sont remontés, hein, même si Aston Villa va se déplacer à l'Olympiakos. Là, plus 2, c'est un peu plus compliqué, voilà, qui vont essayer de faire, hein, bien sûr, Aston Villa. Donc, pour te se dominer, bon, j'ai pas vu le match, mais voilà, Aston Villa a eu plus de tirs. Regardez, les gars, l'Olympiakos, les gars, c'est 8 tirs dans le match, c'est 5 tirs cadrés. 4 buts, on se dit Martinez, parce qu'on pense à Martinez, le gardien d'Aston Villa, il a fait un match catastrophique. En gros, c'était pas lui le gardien, parce que souvenez-vous, les gars, il avait pris un jaune, on parlait tout à l'heure, lors du dernier match, et du coup il avait été suspendu. Et il a beaucoup manqué à son équipe, hein, d'Aston Villa. Mais nous on va parler du joueur du match, hein, Ayoub El Kaby, le joueur marocain, triplé pour lui. Quelle performance bien sûr de ce joueur, hein, qui a inscrit quand même son 32e but de la saison. Donc en championnat grec et aussi en Europa League, 32 buts en tout, hein, il nous fait une saison exceptionnelle. Donc triplé pour lui, il est bien sûr reparti avec le ballon du match, hein. Et côté Aston Villa, j'ai dit qu'il manquait le gardien, l'absence de Martinez suspendu se fait ressentir du côté d'Aston Villa. Les Villains ont concédé 4 buts à domicile ce soir, parce qu'on sait que c'est un très bon gardien. Puis là je sais plus comment il s'appelait, le gardien qui a gaulé hier, et du coup il a pris quand même pas mal de buts, hein. 5 tirs cadrés, 4 buts, il a fait seulement en arrêt, hein, le gardien d'Aston Villa. Donc voilà, l'attitude de Martinez contre Lille, hein, lui a valu 2 cartons jaunes, et bien parti pour causer l'élimination d'Aston Villa, parce qu'il avait pris un jaune dans le match, il avait pris un deuxième jaune lors de la séance de tir au but. Vous me dites, mais voilà, il a pris 2 jaunes, pourquoi il n'a pas pris rouge? Parce que les séances de tir au but, hein, en gros ça compte pas avec le jaune pris dans le match, voilà. Donc du coup il a pris accumulation de cartons jaunes, et c'est pour ça qu'il a été suspendu pour ce match. Et parce que vous souvenez-vous, il avait fait un peu le malin, on peut dire, contre l'équipe de Lille. Il n'a pas gaulé hier, puis voilà, son remplaçant, en gros, il a fait un match catastrophique. Donc voilà, concernant Aston Villa, et juste on va parler de Moussa Diaby, parce qu'il a été décisif sur les 2 buts de Villa.
passeur D pour le but d'Oli Watkins et buteur. Donc voilà, et à noter qu'Oli Watkins, de nouveau buteur également, il est sur la passe D de Moussa Diaby. Donc il inscrit quand même 27 buts cette saison, donc pas mal en championnat, quelques-uns en Europa League, donc en Europa Conference League. Aucun ne provient d'un penalty, il a tout marqué dans le jeu, Oli Watkins. Donc voilà, bon, Aston Villa c'est pas fini, mais bon, il doit revenir à remonter 2 buts quand même pour le match retour. Et l'autre rencontre, c'est entre la Fiorentina et l'équipe de Bruges, donc on pensait que ça allait se diriger sur un 2 partout, mais Zola les gars, donc le joueur de la Fiorentina inscrit le 3e et le but victorieux à la 91e minute de la rencontre. Bon, la Fiorentina a totalement dominé le match, 31 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts. L'équipe de Bruges, les gars, ça sort plutôt bien malgré qu'ils ont perdu le match. C'est seulement un but à remonter pour à domicile. Ils ont fait 3 tirs cadrés, 2 buts. Donc voilà, efficace. Donc voilà, bon, la Fiorentina a un petit avantage quand même. Et c'est lui qui a marqué le but à la 91e minute de jeu pour donner la victoire à la Fiorentina. Donc les deux résultats, donc il y a eu quand même 11 buts inscrits, les gars, sur 2 matchs en Europa Conference League en demi-finale. C'est pas mal les gars, regardez tous les buts qui ont été inscrits, c'est fou. Donc avantage quand même pour la Fiorentina et surtout l'Olympiakos. Voilà, pour voir ces deux équipes en finale. Donc on verra parce que bien sûr il reste un match retour. Les deux joueurs qui peuvent remporter le prix du meilleur joueur de la semaine, donc El Kabi qui sera certainement l'heureux élu avec son triplé. Enzola, le buteur du 3-2, on peut dire le buteur victorieux. Bon, ça sera bien sûr le joueur marocain qui remportera ce prix. Voilà tout ce qu'il y a à dire sur les matchs d'Europe hier, donc Europa League et Europa Conference League. Nous on revient un petit peu sur la Champions League bien sûr qui a été jouée, c'était il y a quelques jours, enfin avant-hier, la veille encore. Donc tout d'abord regardez le pourcentage de chance des équipes cette fois-ci de gagner la Ligue des Champions. Donc ça a bougé par rapport après ces demi-finales. Allez, toujours le Real Madrid qui a le plus de chance, 67%. Après c'est Dortmund, n'oubliez pas que Dortmund avant les demi-finales, c'était l'équipe la 4e qui a le moins de chances de remporter la LDC. Maintenant ils montent à 50% après leur victoire 1-0 contre le PSG. Le PSG, bon 49, malgré la défaite, le PSG a quasiment une chance sur 2 comme de remporter la Ligue des Champions, parce que le PSG, il y en a beaucoup qui les voient se qualifier pour la finale. Moi personnellement je les vois se qualifier. Je pense qu'un but, ils peuvent le remonter, j'espère. Surtout Dortmund jouera ce week-end, le PSG ne jouera pas. Ils vont préparer leur prochain match, bien sûr. Ça sera mardi prochain. Et le Bayern 32%, parce qu'ils doivent déjà éliminer le Real chez eux à Madrid, puis après potentiellement affronter soit Dortmund ou soit le Paris Saint-Germain. L'équipe type les gars de cette Ligue des Champions, donc voilà tous les meilleurs joueurs. Donc Vini autour d'un doublé, il est dedans. Harry Kane a été buteur, il est dedans. Füllkrug buteur avec Dortmund, il est dedans. Sané, il a été buteur, il est dedans. Kroos avec sa magnifique passe D pour Vini, il est dedans. Il y a aussi Scotterbeck qui a regardé, c'est quasiment toute la défense les gars du Borussia Dortmund. Regardez, défense et gardien, les 4 défenseurs et le gardien, parce qu'ils ont fait comme un clean sheet contre le PSG, ils sont tous dedans. Donc voilà, une belle performance pour le Borussia Dortmund, parce qu'il y a pas mal de joueurs de Dortmund dedans. Et sur l'application WhoScored, on peut voir 2 Parisiens, parce que là, il n'y a pas de Parisiens sur les vraies équipes type, mais sur l'application, il y a quand même 2 Parisiens, Hakimi et Vitinha. Figure dedans. On peut voir par exemple, je ne sais pas, Sané, Hummels ou Sancho. Et tiens, en parlant de Hummels, les gars, il y a 11 ans, Mats Hummels était là lorsque le Borussia Dortmund a atteint pour la dernière fois une demi-finale de Ligue des Champions. Il a le Borussia dans la peau parce que 11 ans après, il est toujours... Enfin, il est encore présent dans une demi-finale. N'oubliez pas qu'il y a 11 ans, il avait atteint la finale, perdu contre le Bayern. Et là, de nouveau, il est en demi-finale. On verra si de nouveau il atteindra la finale et potentiellement peut-être contre le Bayern, parce que ça peut être une finale 100% allemande cette saison. On va parler de Sancho, les gars. On sait que Sancho a fait un énorme match, il a fait beaucoup de mal au PSG. Et Rio Ferdinand, les gars, sur la performance de Sancho avant-hier, il a dit il fait trembler les meilleurs joueurs, il met les gens au sol, il les fait danser, c'est une blague ce qu'il a fait sur ce match. C'est vrai que le PSG, les gars, n'a pas du tout réussi. On pense à Nuno Mendes, les gars, qui a fait un match catastrophique, vraiment il s'est fait bouffer tout le match. Il a réalisé plus de 12 dribbles réussis, Sancho, donc c'est vrai qu'il a complètement écuré, on peut dire, la défense du PSG. Regardez, la masterclass de l'ailier virevoltant anglais se traduit facilement ici avec 13 dribbles réussis et 3 passes clés. Donc il était partout sur son couloir gauche. Regardez, c'est fou quand même le match de Sancho. On va parler de Füllkrug, l'unique buteur du match. Et donc lui, cette saison, il a 16 buts et 10 passes D. Mais regardez, la saison dernière, 16 buts, 6 passes D. Et la saison encore avant, 19 buts et 8 passes D. Donc c'est que c'est un joueur qu'on parle peu, pratiquement jamais même. Et c'est que voilà, il y a comme des stats magnifiques. Regardez ce joueur qui marque au moins 16 buts sur les 3 dernières saisons. En plus avec pas mal de passes D. Donc magnifique, on peut dire footballeur. Pourtant il a au moins 32 ans quand même, ce joueur Füllkrug. Le match hier, enfin avant-hier, niveau audience, ça a été un carton d'audience les gars. Le choc Dortmund-PSG a rassemblé plus de 3 millions de téléspectateurs sur Canal+ et Canal+ Foot avant-hier, avec un pic à 3,4 millions de téléspectateurs
C'est énorme, hein, bien sûr, surtout pour un match sur une chaîne cryptée. Canal+, c'est payant, donc 3 millions, les gars, c'est pratiquement ce que fait TF1, alors que c'est gratuit pour aller la télé sur TF1. Donc il s'agit du record de la saison pour le groupe Canal et de la 4e audience historique pour la Ligue des Champions sur Canal+. Donc voilà, si tu prends tous les matchs de l'histoire, la Ligue des Champions sur Canal+, c'est le 4e match le plus regardé, hein, ce Dortmund-PSG. Donc voilà, carton d'audience malgré la défaite. On pense que le match retour, les gars, ça peut peut-être même encore dépasser, hein, ce carton d'audience qu'il y a eu avant-hier. Du côté de Paris, donc avant le match retour, donc par exemple en privé, Nasser, hein, donc le président, explique que Paris a perdu à l'aller contre Barcelone, qui était une bien meilleure équipe que Dortmund. Il sait que ces hommes sont convaincus de pouvoir inverser la tendance au match retour, hein. C'est vrai que ça a été un petit peu le même son de cloche en match aller avec le PSG contre le Barça. Avant le match retour, il y en a beaucoup qui étaient plutôt optimistes du côté de Paris. Oui, on va le faire, il n'y a pas de souci, on va se qualifier, c'est sûr, pour la demi. Ça a été fait. Donc là, c'est à peu près le même son de cloche, hein, du côté de Paris. Oui, on a raté le match aller, mais cette fois-ci, ça sera au parc, ça sera devant nos supporters. On a un but à remonter. C'est vrai que tu n'as pas 2 ou 3 buts, tu as un but, les gars, ça peut aller très vite. Le premier but peut te marquer dans les 5 premières minutes du match. Ça y est, tu as déjà remis les comptes à zéro. Donc voilà, après, on ne sait pas comment ça peut se passer. Le PSG peut prendre un rouge, ça peut être une catastrophe. Dortmund peut aussi prendre un rouge, ça peut être une catastrophe pour eux. On ne sait pas comment ça peut se passer, mais un but, les gars, ça se remonte très rapidement. Donc voilà, vraiment beaucoup d'optimisme, hein, du côté du Paris Saint-Germain. Et Jérôme Roten, les gars, sur son émission Roten sans flamme, il a dit: si le PSG va en finale et affronte le Real Madrid, donc le PSG a de grandes chances de gagner la Ligue des Champions. Voilà, donc si un PSG Real pour Roten, hein, le PSG est favori et devrait gagner le Real. Bon, on est encore très très loin, bien sûr, hein, parce que déjà il faut déjà se qualifier pour la finale. On va parler, ça c'est le très très gros coup dur, parce qu'on l'a vu avant-hier, hein, il est sorti sur blessure. J'avais dit on ne sait pas encore ce qu'il a, donc hier, jeudi après, il a passé des IRM et c'est officiel, rupture du ligament croisé antérieur pour Lucas Hernandez, que ce qu'on redoutait, hein, parce que voilà, on voyait toucher le genou, on se disait ça sentait pas bon, on pense que c'est rupture ligament, ben, c'est bien ça, c'est officiel, les radios l'ont dit, hein. Donc le défenseur parisien est forfait bien sûr pour le match, hein. Le match là mardi, il n'est pas là, il est même forfait pour l'Euro, les gars. Donc le joueur va subir une intervention, il va se faire opérer là dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite, annonce le PSG dans un communiqué. Donc sauf surprise, hein, Lucas Hernandez ne sera pas de retour sur les terrains avant 2025, donc voilà, 9 mois quasiment. Donc voilà, peut-être janvier, février fera son retour, mais l'année prochaine, hein, je vous parle. Donc énorme coup dur bien sûr, hein, parce que ça reste comme un genre cadre, du PSG, aussi de l'équipe de France. N'oubliez pas qu'il y a l'Euro là dans à peu près un mois et demi. Et les forfaits, Lucas Hernandez, donc déjà on le souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Et c'est vrai que il loue quand même les grandes compétitions. L'histoire se répète en 2022. Il déclare forfait pour la Coupe du Monde. C'était blessé lors du premier match. Au bout de 10 minutes de jeu contre l'Australie, c'était blessé. Donc on peut dire qu'il avait loupé toute la Coupe du Monde, hein, vu que la France est allée jusqu'en finale. Le ligament croisé, là la même chose, il déclare forfait pour l'Euro là dans 2 mois, parce que la même blessure. Après, je sais pas si c'est le même genou. Bon, la terrible blessure, hein, bien sûr, pour Lucas Hernandez, hein. Il a mis un petit message, les gars, tiens, sur son compte Instagram, hein. Donc, quand j'ai signé avec le PSG, j'ai fait la promesse que je donnerais mon cœur et mon âme à cette équipe, et c'est ce que j'ai fait depuis. Malheureusement, lors du match d'avant-hier, j'ai essayé de continuer à me battre pour notre équipe, mais ce n'était pas possible, hein. Je voudrais remercier tous mes fans et mes proches pour leur amour et leur soutien. Mon retour sera plus fort que jamais. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son réseau Instagram par rapport à sa blessure, bien sûr, hein. On lui envoie beaucoup de force, hein, parce que voilà, 2 fois ça en 2 ans, cette terrible blessure, c'est une catastrophe, on peut dire, hein. Et concernant Lucas Hernandez, donc la France n'a jamais perdu lorsque Lucas Hernandez a été présent sur la pelouse avec les Bleus en tournoi majeur, hein, Coupe du Monde et Euro. C'est quand il est présent lors d'un match à l'Euro, Coupe du Monde. Quand il joue, l'équipe de France ne perd pas. Donc voilà, c'est quand même un gros coup dur, parce que c'est quand même un titulaire, bien sûr, indiscutable, hein, du côté des Bleus. Lucas Hernandez qui joue à défenseur gauche ou dans l'axe, hein. Voilà, c'est un cadre, hein, bien sûr. De Didier Deschamps, Kylian Mbappé lui a mis un message à Mongueré: nouvelle épreuve difficile, mais tu ne seras jamais seul. On est tous avec toi, big force à mon frère. Et donc il a mentionné bien sûr Lucas, hein. Donc voilà ce qu'il va dire bien sûr sur la blessure de Lucas Hernandez. Énorme coup dur, donc on pense que Beraldo le remplacera pour le match, bien sûr, mercredi prochain. Beraldo Danilo devrait être titulaire dans l'axe avec Marquinhos. On continue, les gars, il y avait une autre rencontre hier, donc c'était pas de l'Europe, hein, donc c'était un match de Première Ligue entre 2 clubs de Londres, hein, Chelsea et Tottenham, et c'est Chelsea qui s'est imposé 2-0. Chalobah et Nicolas Jackson ont été les 2 buteurs côté Chelsea, donc parfait pour eux. Bon, j'ai pas vu le match, hein, comme j'ai dit, j'ai regardé Marseille hier, donc voilà, bon, ce qui a dominé, je sais rien. Il y a eu plus de tirs côté Tottenham et plus de tirs cadrés côté Chelsea, donc Chelsea plus efficace, et ça fait 2-0 pour eux. Et Jackson a été buteur, donc il a inscrit son 11e but cette saison en Première Ligue, hein, pas mal pour l'attaquant sénégalais. Donc 4 de ses 11 buts inscrits ont été contre Tottenham, donc il a marqué
marqué un but hier et il avait marqué un triplé lors du match aller. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a réussi à contre Tottenham cette saison. Et Chelsea, les gars, contre Tottenham à Stamford Bridge à domicile, hein, c'est 20 victoires pour Chelsea, c'est 11 matchs nuls, c'est seulement une victoire de Tottenham quand ils se déplacent à Chelsea dans leur histoire. Hein, donc ouais, ils ont beaucoup de mal les Spurs hein, quand ils se déplacent du côté de Stamford Bridge. Et au classement, ça donne quoi? Ça donne que Chelsea remonte à la 8e position. Donc Chelsea va essayer d'accrocher la 6e place. Donc 6e place, place d'Europa Conference League. Hein, donc il reste plus 4 matchs à jouer. Donc ils ont 3 points de retard sur Manchester United. Après en orange, c'est l'Europa League. Et en bleu, c'est la Ligue des Champions. Voilà, donc l'Europa Conference League pour Chelsea. Ils vont essayer de moins de jouer une coupe européenne. Donc d'accrocher cette 6e place. Mais bon, il y a aussi Newcastle, Manchester aussi qui veulent finir 6e, voire un peu plus haut. Bon, après, il y a un écart entre Tottenham et Manchester. Il y a 6 points d'écart. Donc voilà. En gros, ils sont 3 là, ces 3 équipes-là qui vont essayer d'accrocher la 6e place, comme j'ai dit, hein, d'Europa Conference League. Le programme aujourd'hui, beaucoup de football en ce vendredi 3 mai. On commence en Allemagne ce soir, Hoffenheim contre le RB Leipzig. Il y a Luton Town contre Everton ce soir à 21h. Il y a Retafe contre Bilbao. 2 matchs de Ligue 1. Toulouse-Montpellier 19h ce soir. Lens contre Lorient ce soir à 21h. Et une journée de Ligue 2 ce soir. Voilà, avec toutes les affiches. Hein, je sais pas, tiens, Bordeaux à Ajaccio. 3 contre Valenciennes ou par exemple Angers contre Pau. La Auxerre leader reçoit demain l'équipe de Paris FC. Demain à 15h. Et il y a aussi Torino-Bologne. Donc voilà, beaucoup de football. On parlera de toutes ces rencontres bien sûr demain, samedi. Et du côté de la Ligue 1, n'oubliez pas que c'est c'est un week-end un peu spécial parce que déjà aujourd'hui 2 matchs, hein, 19h à 21h. Donc demain, samedi, les gars, il y aura un match à 15h. Donc moi, il n'y a jamais de match à 15h en Ligue 1. Donc ce sera Le Havre-Strasbourg. Demain 17h, il y aura Monaco-Clermont. À 19h, demain, il y aura Metz-Rennes. Et demain soir, la grosse rencontre Brest contre Nantes. Et surtout, il n'y aura pas de match dimanche parce que dimanche, on est le 5 mai. Et le 5 mai, les gars, il n'y a plus de match. Ça a été voté là il y a quelques années que le 5 mai, il n'y a plus de match. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est par rapport en raison de l'hommage aux victimes du drame de Furiani. Parce qu'il y a pas mal de, je ne sais plus exactement combien d'années, c'est pas marqué. En gros, il y avait un match entre Bastia et Marseille et une tribune s'était effondrée du côté de Bastia. Ça avait fait pas mal de morts. Hein. Donc, en gros, c'est pour ça que depuis, en gros, ils voulaient qu'en Ligue 1, il n'y ait plus de match le 5 mai. C'est pour ça que dimanche, il n'y aura pas de match. Donc, il n'y aura pas de match dimanche, mais il y aura un match lundi soir, les gars. Lille contre Lyon, ça sera lundi soir. Normalement, le match qui devait se jouer le dimanche soir se jouera lundi 21h. N'oubliez pas que le PSG, Nice et OM Reims, hein, ça se jouera le 15 mai prochain parce que ces deux clubs-là, enfin le PSG et Marseille ne jouent pas ce week-end pour être prêts pour leur match retour de Coupe d'Europe. Et concernant le match entre Lens et Lorient ce soir à 21h, donc 40 ultra lorientais ont interrompu la séance d'entraînement, c'était hier matin. Durant quelques minutes, ces derniers ont échangé avec les joueurs et le staff avant le périlleux déplacement à Lens. Donc ce soir, le FC Lorient relégable se trouve à 3 points du FC Metz barragiste. Donc le message est clair, victoire obligatoire ce soir de Lorient du côté de Lens. Les supporters lorientais avaient déjà déversé 400 kg de poissons pourris au centre d'entraînement après la gifle à Brest 4-0. Donc ils sont venus hier interrompre l'entraînement pour leur dire demain, donc maintenant ce soir vous n'avez pas le choix, il faut absolument s'imposer parce qu'en cas de défaite, après il reste plus que, je sais même plus on est à combien de journées là, on est à la 32e, donc là après il reste plus que 2 matchs, 2 journées à 34, donc voilà, c'est pour ça s'ils gagnent pas ce soir, ça sentirait très très mauvais pour l'équipe de Lorient, donc voilà, victoire obligatoire des Lorientais. Et concernant Nantes aussi, aussi ça c'est très très chaud. Regardez les 3 derniers matchs quand même du FC Nantes, les gars, c'est contre 3 grosses équipes. Ils vont à Brest, donc déplacement compliqué, ça sera, comme je dis, demain soir. Ensuite, ils reçoivent Lille, 4e, et après, ils vont à Monaco, 2e. Donc voilà, Nantes aussi, ils doivent prendre des points, et là, ils vont jouer contre les meilleures équipes de la Ligue 1, parce que c'est les 2e, 3e et 4e qui vont affronter pour les 3 derniers matchs du championnat. On va parler du match entre Marseille et Lens, c'était dimanche dernier où Marseille s'est imposé 2-1, donc le résumé était présent sur Prime Video et le résumé n'est plus présent. Pourquoi? À cause de chants homophobes dans les tribunes. Donc en gros, voilà, la FP et Prime Video ont décidé d'enlever tout simplement ce résumé. On va parler de Will Steele, les gars, le coach de Reims, et c'est officiel, il ne finit même pas la saison avec le Stade de Reims, il quitte son poste d'entraîneur avec effet immédiat, parce que Will Steele, là, ces dernières semaines, ses résultats du côté de Reims, les gars, sont catastrophiques. Donc bon, ils vont se maintenir, mais bon, ouais, ils vont finir dans le ventre mou de la Ligue 1. Et voilà, Will Steele, les gars, finit même pas la saison. Pourtant, il reste plus que 3 matchs de championnat. On peut se dire au moins, le président va attendre les 3 matchs pour lui dire voilà, d'aller ailleurs, parce que lui, de toute façon, il allait quitter l'équipe de Reims. Même pas, les gars. Il y aura un nouveau coach de Reims là pour les 3 derniers matchs. Donc son bilan, les gars, parce que c'est officiel, n'est plus l'entraîneur de Reims. Donc 65 matchs, 26 victoires, 17 matchs nuls, 22 défaites. Donc on retiendra surtout l'incroyable série de 19 matchs sans défaite la saison dernière. Là, ça avait été une série exceptionnelle. Son prime, on peut dire, du côté de Reims. Mais
mais depuis là, c'est très compliqué les derniers résultats. Ils ont perdu, je crois, 4-1 là, il y a quelques jours contre Clermont, le dernier du championnat. Donc ça a été la défaite de trop pour Will Steele. Hein. Donc ça sera Samba Diawara qui va prendre la succession de Will Steele. C'est son adjoint, hein, voilà, qui est à côté de lui là. Donc ce sera lui qui va être l'entraîneur pour les 3 derniers matchs de Reims pour finir cette saison. Puis après, un autre entraîneur arrivera lors de l'intersaison. On continue avec les infos du côté du championnat français. Une grosse blessure, les gars, c'est officiel. Tous touchés aux ischio-jambiens d'entraînement. Denis Zakaria est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc le joueur suisse, les gars, son euro est aussi compromis avec la Suisse, également précisé. Et Adi Hütter, l'entraîneur monégasque, en conférence de presse. Donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement à l'ancien joueur de la Juve ou même de Chelsea. Un autre joueur blessé, donc lui c'est une grave blessure, tiens, c'est un peu comme Lucas Hernandez. C'est Sergiño Dest, et officiel, rupture des ligaments croisés pour Sergiño Dest qui sera absent au moins jusqu'en 2025. Il fera son retour janvier, février, un peu comme Lucas Hernandez. Donc lui c'est un joueur du Barça prêté au PSV. Pourtant le PSV allait lever l'option d'achat parce que c'est très satisfait de lui, et du coup ils vont certainement pas lever l'option d'achat parce qu'il est blessé. Il y a une option d'achat de 10 millions d'euros que le Barça peut récupérer, donc là il va revenir à Barcelone et se faire soigner à Barcelone, même se faire aussi opérer. Sergiño Dest, on lui envoie aussi beaucoup de force. Lui aussi les gars, grosse blessure, officiel, Ronny Bargi. Donc c'est un joueur que j'ai parlé surtout en début de saison quand Copenhague joue la Ligue des Champions, craque, les gars, pépite, va être forfait pour une durée de 9 à 12 mois, et la pépite suédoise a subi une grave blessure au genou, donc on pense à 9 à 12 mois, c'est rupture ligament croisé, donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement, ce joueur, les gars, qui avait dit il y a quelques mois, je me souviens, que dans le futur, là, d'ici 4-5 ans, il voulait être le meilleur joueur au monde, donc c'est-à-dire gagner le ballon d'or. Donc là, gros coup dur, parce que grosse blessure pour le joueur suédois, bon rétablissement à lui. Officiel, les 3 finalistes pour le prix du meilleur joueur africain en Ligue 1 cette saison. Le prix Marc-Vivien Fouet, parce qu'on avait une liste de 10 joueurs qui pouvaient remporter ce prix. Ça a été réduit à 3 joueurs, les 3 finalistes. Donc Aubameyang, Nabil Bentaleb et Achraf Hakimi. Parmi ces 3, un sera le meilleur joueur africain de cette saison en Ligue 1. Donc moi je partirai et je pense que ça sera lui, bien sûr, sur celui qui est en bas là, Pierre-Emerick Aubameyang. La finale de la Ligue des Champions nord-américaine, on connaît l'affiche, Pachuca, les gars, donc une équipe mexicaine contre Columbus Crew, une équipe américaine. Voilà, c'est l'affiche de la Ligue des Champions nord-américaine. Donc, concernant cette rencontre, on va parler aussi de la Coupe du Monde aujourd'hui, les gars. Ça fait exactement 500 jours depuis la finale de la Coupe du Monde. Ça, déjà 500 jours sont passés depuis que Léo Messi et l'Argentine ont remporté tout simplement leur 3e Coupe du Monde. Donc voilà, petite info, 500 jours. Concernant, tu as toujours Léo Messi, c'est officiel. Messi, on a appris aujourd'hui qu'il est élu joueur du mois d'avril en MLS. N'oubliez pas, il a joué 4 matchs lors du dernier mois, le mois d'avril, pour 6 buts et 4 passes D. Donc décisif comme sur 10 buts en 4 matchs. Donc plutôt logique qu'il a remporté ce prix, Léo Messi. On revient en Europe, on va parler de Parme, les gars. Parme de retour en Serie A, c'est officiel. 3 ans après sa descente en Série B, Parme retrouve la Serie A la saison prochaine grâce à un match nul 1 partout décroché à Bari hier soir. Donc voilà, il remonte. On verra cette équipe de Parme, les gars, évoluer en Serie A la saison prochaine. On revient cette fois-ci 13 ans jour pour jour en arrière. Le Barça éliminé le Real Madrid en demi-finale de la Ligue des Champions. Les Catalans iront ensuite en finale s'imposer 3-1 face à Manchester United. Mais ça avait été un classico en demi-finale de Ligue des Champions. C'était le Barça qui avait pris l'avantage sur le Real Madrid. Donc voilà. À noter qu'il n'y a jamais eu de finale, les gars. C'est à chercher, jamais de finale de classico Barça-Real. Il n'y a jamais eu cette affiche, on peut dire, en finale de LDC. Mais il y a déjà eu cette affiche en demi-finale de Champions League. On revient pas mal d'années en arrière. Bon, c'est quasiment du jour pour jour. On est le 3 mai. Bon, c'était le 2 mai 62. Et le Benfica avait battu le Real Madrid en finale. Le Real Madrid, normalement, quand ça va en finale, ça gagne souvent. Le Benfica, l'équipe portugaise, avait gagné 5-2 en finale de Ligue des Champions. C'était en 1962. Il y a 26 ans, jour pour jour, parce que là, on est avec les jours pour jour. Parce que là, vu qu'on arrive en fin de saison, il y a beaucoup d'équipes qui avaient été titrées, comme Arsène Wenger qui remportait la première ligue à la tête d'Arsenal il y a 26 ans, jour pour jour. C'était la première fois dans l'histoire du championnat anglais qu'un entraîneur étranger était sacré champion d'Angleterre, donc entraîneur français, on peut dire. Le club a fait cette saison-là le doublé FA Cup plus championnat. Donc voilà, c'était il y a 26 ans, jour pour jour. Il y a 8 ans, cette fois-ci, jour pour jour, c'était l'énorme exploit de Leicester, les gars, qui était sacré champion de Première Ligue, alors que l'objectif initial n'était que autre que le maintien. Donc l'un des peut-être même le plus gros exploits, les gars, sur une saison. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi par exemple la Grèce qui a gagné l'Euro 2004, personne ne les attendait, ils ont gagné cette compétition. Mais Leicester, les gars, Leicester devant les deux Manchester, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Tottenham, c'est eux qui ont gagné le championnat. C'était il y a 8 ans, jour pour jour, ça a été quand même un truc de fou. Il y a 9 ans, cette fois-ci, jour pour jour, l'année d'avant, ça avait été Chelsea, les gars, Chelsea de José Mourinho qui avait été sacré champion d'Angleterre. Quand Claude Makelele dit avoir eu des touches avec l'OM et évoque un duo avec Zinedine Zidane,
Il a dit si j'ai dit non pour entraîner l'OM, il a dit vous parlez avec des gens, tu gardes le secret. Mais oui, il y a eu des touches, rien de concret. Je te dis à moi Zidane, donc Zizou, oui, ça ferait des étincelles parce que c'est un compétiteur. Il sait que moi aussi je le suis. Donc voilà, pourquoi pas entraîner l'Olympique de Marseille. Et en parlant de l'OM, les gars, souvent je vois des infos, même si j'en parle très peu, que l'OM devrait être racheté très prochainement par un fonds saoudien. Voilà, l'Arabie Saoudite devrait investir sur l'Olympique de Marseille. On sait que j'en parle peu parce que c'est pas encore fuité énormément, mais je vois beaucoup d'infos par rapport à un rachat de l'OM là très prochainement par l'Arabie Saoudite, et Marseille pourrait changer tout simplement de dimension et peut-être avoir comme coach Zinedine Zidane dans le futur. Voilà, dès que j'aurai plus d'infos concrètes, les gars, je vous dirai bien sûr tout ça plus tard. Deschamps, les gars, annonce qu'Olivier Giroud disputera peut-être son dernier tournoi avec les Bleus à l'occasion de l'Euro 2024. Donc si l'Euro sera son dernier tournoi, ah oui, je pense, Giroud a fait un choix sportif et un choix de vie, voilà, de quitter l'Europe pour la MLS. En dépit de son âge, de son vécu, il a toujours cette flamme en lui. C'est peut-être aussi une opportunité au-delà de retrouver Hugo Lloris et sa famille. Il a envie de poursuivre sa carrière, mais avec des exigences un peu moins élevées qu'en Europe. C'est quand tu vas on va dire aux États-Unis. Il y a un peu moins de pression que quand tu joues bien sûr en Europe, bien évidemment. Mais ça ne change pas mes choix dans l'immédiat, puisqu'il est à l'AC Milan jusqu'à la fin de saison. Donc là, normalement pour l'Euro, il sera certainement appelé. Mais après les prochaines compétitions, même les prochains matchs, en septembre, les gars, il devrait plus être appelé parce qu'il ne joue plus en Europe dans un grand championnat, on peut dire. Olivier Giroud. On va parler d'Angel Di Maria, ne retournera pas Rosario Central la saison prochaine après avoir été menacé par des narcotrafiquants, désolé, c'est désormais certain parce qu'il y a quelques mois, j'avais dit qu'en fin de saison, là, tiens, dans un mois et 27 jours, il est en fin de contrat avec le Benfica, il allait faire son retour dans son premier club, le Rosario Central. Mais il y a quelques semaines, j'ai dit qu'il avait reçu des menaces de mort, lui et sa famille, s'il revenait là-bas, des narcotrafiquants, voilà, menacer sa famille de mort, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il a pris la décision de ne pas retourner là-bas pour prendre aucun risque. Donc on ne sait pas ce qu'il va faire. Angel Di Maria peut-être prendre sa retraite ou peut-être continuer dans une autre équipe européenne, on verra. Le Maroc aura un représentant dans chaque finale de Ligue des Champions cette saison. CONCACAF, Asie, Europe et Afrique. Donc voilà, c'est vrai qu'il pourra avoir par exemple soit Brahim Diaz, soit Mazraoui, soit Achraf Hakimi. Et aussi côté des Ligues des Champions CONCACAF, africaine, Asie, il y aura aussi un joueur marocain. Le Qatar souhaitera organiser les Jeux Olympiques 2036. Le pays préparait sa candidature après 2 échecs successifs en 2016 et 2020. Donc voilà, ils aimeraient organiser les JO 2036. Bon, on verra parce que c'est qu'ils avaient très bien organisé la dernière Coupe du Monde. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec Tonali. La fédération anglaise affirme que Tonali aurait bien placé 4 paris sportifs sur Newcastle. Le problème, c'est qu'il jouait à Newcastle et il a fait 4 paris sur sa propre équipe. Donc en gros, un pari sur Newcastle face à Brighton en septembre 2023, où Newcastle bat Burnley en septembre 2023. Un pari cumulatif incluant Newcastle face à Brentford en septembre 2023. Un pari sur Newcastle face à City et un pari cumulatif incluant Newcastle face à West Ham en octobre 2023. Donc Tonali aurait déclaré qu'il ne se souvenait plus du montant exact qu'il avait misé sur chaque pari, mais ça ne serait pas plus de 10 000 euros. Voilà, donc en gros, il pariait sur sa propre équipe. Et en gros, déjà, c'est interdit de parier même sur une autre équipe. Lui, il pariait sur sa propre équipe. Donc il pourrait encore prendre encore plus de mois de suspension, on peut dire. Tonali qui est suspendu pour paris sportif illicite. Donc voilà, les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Donc pas mal d'infos. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain samedi pour le prochain numéro. À demain.